pour le groupe, c'est Madame Aumorin, je pense, hein, qui représente le groupe AMC. Donc on lui donne la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe tient à saluer les dizaines de milliers de manifestantes et manifestants qui s'opposent à cette réforme aussi injuste que brutale. Car notre collectivité est pleinement concernée par ce projet de réforme. Parce que, comme 80% des Français, les citoyens de la métropole exigent le retrait de ce projet de loi. Parce qu'en tant qu'employeur, elle sait qu'il est impossible de faire travailler plus longtemps. Parce que sa cotisation retraite va augmenter de 1%, alors que ce ne sera pas le cas pour les autres employeurs privés ou publics. Nous nous félicitons donc de voter conjointement un vœu demandant l'annulation de cette clause du projet de loi. Mais sur le cœur du sujet, le report de l'âge légal de la retraite, quelle est votre position à vous, Monsieur Moudinque? 64 ans comme M. Macron et Mme Borne, 65 ans comme Mme Pécresse que vous avez soutenue lors de la présidentielle. Vous ne pouvez pas vous dérober sur cette question essentielle en vous cachant derrière la pseudo-neutralité de cette institution au regard de ce projet de loi entre les mains du Parlement. Quelle cohérence de considérer que vous n'avez rien à dire sur l'article 7 de la loi qui prévoit le report de l'âge légal et en revanche de vous positionner sur un autre article qui concerne la cotisation employeur des collectivités territoriales. Mesure qui relève pourtant du même projet de loi. C'est la raison pour laquelle nous avons été très surpris de l'annonce que les vœux s'opposant à la réforme des retraites ne seraient pas pris en compte. Nous espérons que cette contradiction flagrante sera résolue d'ici la fin du Conseil. Nous attendons, Monsieur Moudinque, votre position sur cette réforme. Pour notre part, nous défendons les intérêts de la majorité de la population contre les mesures antisociales, d'où qu'elles viennent. Et c'est avec cette logique que je voudrais évoquer la question de la ZFE, autre mesure antisociale. Alors pourquoi la métropole met en place une ZFE? Parce que depuis 2017, le Conseil d'État demande au gouvernement de faire respecter les normes européennes de qualité de l'air en vain. Et en octobre 2019, puis fin 2021, la France a été condamnée pour ses taux de dioxyde d'azote sur 12 agglomérations dont Toulouse, sachant que la pollution de l'air provoque de 40 à 100 000 décès par an en France. Et sur Toulouse, entre 8 et 10 000 personnes vivent dans une zone qui dépasse les limites réglementaires. Chez ces populations, vivant principalement à proximité des grands axes automobiles, on constate par exemple une augmentation de 15 à 30% des cas d'asthme chez l'enfant. Il est donc essentiel d'agir sans attendre. Vous affirmez que l'État oblige Toulouse à mettre en place la ZFE. Il est pourtant possible pour les grandes villes d'échapper à la ZFE si elles démontrent que les actions mises en place permettent de réduire les concentrations en dioxyde d'azote pour au moins 95% de la population dans des délais plus courts ou similaires. Donc la question que nous devons nous poser est de savoir qu'est-ce que Jean-Luc Moudinque et son équipe ont fait depuis 2017 pour préserver la santé des habitants de la métropole et pour mettre en place des solutions justes socialement dans un cadre démocratique. La réponse est simple, rien du tout. Au contraire, il a continué à faire croire que la métropole pouvait continuer à grossir indéfiniment et que la technologie résoudrait tout. Malgré les alertes sur la catastrophe sociale attendue, M. Moudinque a persisté à pousser habitantes et habitants à changer de voiture pour le plus grand bonheur des constructeurs automobiles, mais au détriment des ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique. Il fallait construire dès 2014 un vrai plan de déplacement urbain pour toute la métropole. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un plan de déplacement annulé faute d'alternative, un plan local d'urbanisme habitat annulé pour insincérité, un métro promis pour 2024 et incapable d'arriver avant 2029 ou 2030, dont le budget explose. Dans une politique qui, troisième ligne de métro comprise, ne va pas améliorer la circulation d'après les études multimodales que vous nous refusiez depuis 2 ans. La situation sur le réseau routier va continuer de se dégrader à tel point que le périphérique, je cite, sera saturé dans son ensemble en heure de pointe, du soir jusqu'à 15 km du centre-ville de Toulouse, sur la quasi-totalité des voies en 2030. Et rien sur l'autre source majeure de pollution au dioxyde d'azote, les émanations de chauffage. Là aussi, il fallait mener une vraie politique de rénovation thermique permettant de diminuer l'impact du chauffage. Avec ces politiques, nous n'aurions peut-être pas été l'une des villes listées dans la condamnation de l'État français. Vous n'avez pas non plus informé et impliqué les habitants à temps, seul moyen pour trouver des solutions adéquates et permettre l'acceptabilité des réformes. Vous n'avez pas non plus dénoncé les vignettes critères, aberrantes et injustes, ni la prolifération des SUV électriques. Vous saviez depuis 2017 que vous alliez devoir agir, mais vous avez limité votre action à des primes qui n'ont rien à voir avec les enjeux. 476 primes en 2 ans, quand les critères 3 à 5 sur la métropole, c'est plus de 150 000 véhicules. Vous n'avez rien fait en dehors de promouvoir l'achat des SUV. Et vous osez, ces temps-ci, parader dans la presse
en parlant d'écologie populaire. Quel cynisme, quelle récupération politique, comme si vous découvriez le sujet. Il faut revoir vos scénarios, le scénario de création d'une ZFE avec les habitants, en accord avec nos objectifs de justice sociale. Parce que nous, si nous sommes volontiers critiques, nous sommes force de proposition depuis le début. L'urgence aujourd'hui, après 8 ans de perdus, c'est un plan massif de transport permettant du transport collectif en site propre pour les bus, en articulation avec le transport ferré, des transports cadencés, à haute fréquence et forte amplitude horaire, capables de concurrencer la voiture et de desservir l'ensemble de la métropole. Urgence d'alternatives efficaces avec des services express métropolitains ou RER, reliant mieux les villes-centres avec le reste de l'agglomération, avec une première phase dès 2024. Nous devons donc développer massivement les alternatives à la voiture individuelle et à l'autosolisme. Plan de covoiturage, autopartage, voies réservées, bus et covoiturage sur la rocade, etc. Investir une petite part avec la région de 1,6 milliard d'euros pour le RER, sachant que le volume de voyageurs pourrait dépasser les 100 000 par jour. Les études multimodales prouvent que la majorité a menti en parlant de 3 milliards et de 30 000 voyageurs. Augmenter le budget alloué au développement des pistes cyclables pour atteindre 50 millions avec de vraies pistes sécurisées. Avancer d'urgence vers une formule d'abonnement unique qui permette d'accéder à l'ensemble des offres de transport avec une tarification secondaire. Recenser les véhicules critères 543 de la métropole et sa périphérie et envoyer une lettre d'information à tous les propriétaires concernés. Organiser des débats afin de décider ensemble ce que doit être une ZFE respectueuse de l'enjeu climat et socialement acceptable qui n'exclut pas. Ouvrir un guichet unique ZFE regroupant toutes les aides et assurant un accompagnement individualisé pour travailler les mobilités de chacun. Proposer des aides réellement adaptées pour les ménages les plus modestes afin de leur permettre, si nécessaire, d'acquérir un véhicule moins polluant et aider à la mise en place de solutions de rétrofit pour sortir du véhicule thermique sans changer de véhicule tout en développant un tissu industriel local, par exemple à Francazal, au lieu de fantasmer sur des hyperloops. Le fond du problème, c'est une question d'aménagement du territoire et que les voitures électriques ne réglera pas. Vivre et travailler près de chez soi, c'est ce vers quoi nous devons réellement tendre. Vous craignez un retour des Gilets jaunes sur la question des ZFE, mais vous n'avez décidément rien compris à leur message principal. L'écologie ne peut s'affranchir de la justice sociale. Monsieur Moudinque, prenez vos responsabilités, prenez-les. Merci. Merci. Vous avez à peu près respecté votre temps de parole. C'est une nouveauté que je salue. La parole est à Sacha Briand. Alors, beaucoup de sujets ont été évoqués. Je ne voudrais pas donner le sentiment de ne pas répondre sur un sujet qui a été largement évoqué, celui de la réforme des retraites. Mais il est vrai que c'est un sujet qui est un sujet parlementaire. Et c'est un sujet qui, au sein des différentes familles politiques, parfois divise. Ce que je retiens, moi, cependant, de ce débat, et y compris des manifestations, c'est que c'est un sujet qui touche de manière extrêmement forte à la vie de tous nos concitoyens. C'est un sujet et c'est un principe que notre système de retraite, auquel nous sommes tous particulièrement attachés. Et de ce point de vue-là, je regrette en tant que citoyen de voir la guérilla parlementaire qui n'est pas de nature à permettre un débat serein et comme l'a fait le président Chassaigne à l'Assemblée récemment, j'espère que dans le terme de ce débat, nos parlementaires tous, auront la capacité à revenir à ce qui doit être la réalité du débat parlementaire, c'est-à-dire autre chose que des insultes et des invectives. Le sujet le mérite et l'attachement porté par nos concitoyens à notre système de retraite le mérite et l'exige naturellement. Alors nous aurons, en ce qui nous concerne, nos propres discussions sur les aspects qui nous concernent, mais c'est un débat parlementaire et il est souhaitable qu'il reste à ce stade et à ce niveau pour que puisse découler de la concertation et de la discussion un projet assurant la pérennité de notre système de retraite. Mais à notre niveau et dans nos responsabilités, nous sommes particulièrement attentifs, bien sûr, à l'emploi. Plus généralement, les propos et les interventions ont très largement porté sur la question des transports. Et ça montre bien que nous avons un attachement à nos compétences, à ce qui relève de notre action quotidienne.
Je note cependant quand même des contradictions. Des contradictions entre ceux qui, il y a quelques mois encore, expliquaient qu'en matière de ZFE, nous n'étions pas assez ambitieux et que nous n'allions pas assez loin. Et qui aujourd'hui nous demandent, les pieds sur le frein, de ralentir la ZFE. Alors, une réflexion est menée au niveau national et Jean-Luc Moudenc y participe largement. Il est nécessaire effectivement que l'État prenne en compte les difficultés que pose l'instauration des ZFE. Il est nécessaire que l'ensemble des collectivités viennent au soutien des aides que nous avons pu mettre en place et qui, sauf erreur de ma part, répondent à des critères qui sont bien moins restrictifs que ceux qui ont été fixés par les autres collectivités ou même par l'État. Et donc j'invite ceux qui pensent que les dispositifs d'aide que nous avons mis en œuvre ne sont pas satisfaisants, dans leurs assemblées respectives, qui ne sont pas très éloignées d'ici, prennent des initiatives pour que, à minima, l'ensemble des dispositifs soient harmonisés et ouverts dans des critères correspondant à ceux que nous avons pu adopter et qui, je le crois, répondent imparfaitement, bien sûr, mais répondent aux objectifs de solidarité que nous voulons mettre en œuvre dans ZFE. Mais ralentir, lorsque Madame Morin nous rappelle avec justesse les questions de pollution, l'importance de la pollution générée par les flux de circulation automobile. Alors, il faut peut-être, au sein de l'opposition, qu'un dialogue soit engagé avant d'organiser des réunions publiques avec la population pour que vous mettiez en ligne vos propres positions. Et puis, j'ai entendu aussi Madame Morin rappeler avec justesse, là encore, ce qui déjà dans la loi SRU était rappelé, la nécessité de coordonner l'emploi et le domicile. Et dans le même temps, cependant, un certain nombre de groupes évoquent la nécessité de développer extrêmement fortement, et probablement que cela répond à un besoin, les transports ferroviaires qui consistent à aller de plus en plus loin pour faciliter les déplacements domicile-travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'il y a une forme d'incohérence à préconiser ce que la loi SRU appelait la mixité logement-travail, la proximité logement-travail, et puis d'aller inscrire au moment même où la loi climat-résilience va porter un frein très important sur le développement des territoires périurbains, puisque la consommation d'espace, nous le savons, c'est d'abord dans les territoires périurbains qu'ils sont constatés. Eh bien, dans ce contexte où le ZAN va rentrer en application et réduire fortement le développement des territoires périurbains, il y a une forme de contradiction globale à vouloir mettre l'accent sur ces déplacements sans nier la réalité de ceux qui existent et les besoins de déplacement de ceux qui existent. Vous le savez, nous sommes sensibles et nous sommes attentifs à la question du développement du ferroviaire. C'est pour ça que nous avons toujours soutenu les aménagements ferroviaires du Nord toulousain, qui sont l'étape essentielle au développement du cadencement des TER. Mais ceux qui, comme je l'ai entendu tout à l'heure, évoquent les scénarios proposés, et ils sont légitimes, par l'association Rallumons l'Étoile, ne doivent pas mettre de côté les déclarations extrêmement claires, à la fois de la présidente du Conseil régional d'Occitanie, du président du Conseil départemental de Haute-Garonne, qui ont tous deux et clairement affirmé que les scénarios de cette association, pour utiles à la réflexion qu'ils soient, ne correspondent absolument pas à la réalité des contraintes techniques. Me féliciter d'ailleurs sur ce thème que la préfecture ait enfin entendu notre demande de voir publier les études multimodales. Désormais, plutôt que de parler dans le vide, nous allons pouvoir parler sur le fond. Nous allons pouvoir parler sur le fond de ces études multimodales et des différents scénarios et voir la cohérence des interventions des uns et des autres. Ceux qui, et j'ai entendu tout à l'heure un propos en ce sens, veulent favoriser le transfert multimodal, notamment réduire la place des véhicules, et qui, cependant, contestent la ligne C du métro en disant que son impact est faible. C'est 90 000 véhicules jour de moins sur les routes, la troisième ligne de métro.
90 000, c'est plus de 200 000 déplacements par jour, alors que les études multimodales, effectivement, même si c'est un élément positif, témoignent que, grosso modo, les objectifs se situent autour de 12 000 à 20 000 véhicules de moins sur le périmètre, et dans le meilleur des hypothèses. J'entends également, et nous aurons certainement des propos là-dessus, ceux qui évoquaient le fait que l'investissement sur la ligne C était beaucoup trop important et que, au regard de ce qu'on appelle la VAN, la valeur actualisée qui permet de mesurer le rapport entre les avantages attendus d'un projet et son coût d'investissement, eh bien, ne nous explique pas quelle est la VAN, justement, sur les différents scénarios de l'étoile ferroviaire. Bien sûr, il faut développer les TER. Bien sûr, il faut renforcer le cadencement des TER et, je l'ai dit tout à l'heure, nous y participons très largement avec la mise en œuvre des AFNT. Mais nous devons voir la question des transports collectifs et des transports urbains particulièrement dans une vision globale. Et c'est l'objet du PDU. Le PDU qui va être mis, qui est en cours d'élaboration et qui commence par une grande enquête domicile-travail, permettra de mettre en évidence les besoins de transport en commun sur notre territoire et sur l'échelle beaucoup plus vaste qui concerne effectivement la compétence de la région. D'ailleurs, à cet égard, les études multimodales montrent également que le développement de l'étoile ferroviaire représente un objectif assez limité sur le territoire périurbain, mais qu'en réalité, il présente un intérêt pour aller bien plus loin que l'aire urbaine, à plus de 50 km de la métropole toulousaine, offrir une alternative au déplacement véhicule, mais dans les proportions que j'ai évoquées. Et puis, un dernier aspect sur ces études multimodales qu'il est utile de lire, j'invite tous les élus à les consulter avec attention, c'est que le scénario que nous avons toujours défendu de réalisation des AFNT, pourtant contesté par un certain nombre de personnes ici, ce scénario des AFNT va permettre d'ici à 2040 de doubler la fréquentation des TER, à lui seul. Et dans le même temps, les études sur le développement de l'étoile ferroviaire permettent de constater éventuellement une augmentation de 30 000 passagers jour, c'est-à-dire à peine, même pas plus, d'ailleurs à peu près le même volume que celui que les AFNT va permettre de développer, avec par contre des coûts d'investissement et d'exploitation qui sont absolument colossaux. Il faut donc donner de la cohérence aux positions des uns et des autres. C'est ce que nous faisons dans le cadre du PDU qui permettra de développer les projets de transport urbain sur le périmètre de l'autorité organisatrice de la mobilité. Enfin, sur la question des transports, il me semble nécessaire de rappeler l'engagement exceptionnel de Tisséo, des collectivités membres et de Toulouse Métropole. Nous en parlerons demain avec la présentation de l'étude de soutenabilité dans sa 5e version. Nous en parlerons tout à l'heure avec la contribution de Toulouse Métropole à Tisséo. Aujourd'hui, les systèmes de transport collectif vivent une crise historique. L'explosion des coûts énergétiques mettent en péril l'ensemble des systèmes de transport collectif. J'avais eu l'occasion de l'évoquer lors des précédents conseils. Nous aurons l'occasion de statuer sur cette question dans le cours de l'exercice 2023. Toulouse Métropole sera au rendez-vous du sauvetage du réseau de transport collectif. J'espère que les autres collectivités membres de Tisséo, et je crois que certaines ont déjà exprimé leur à la fois inquiétude et leur attention et leur solidarité avec cette situation. J'espère que toutes les collectivités et que tous les élus de Toulouse Métropole soutiendront cette démarche. Nous avons besoin, pour l'exercice 2023, probablement de plus de 25 à 30 millions d'euros pour assumer l'explosion des coûts énergétiques sur les transports collectifs. Comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous serons au rendez-vous parce que c'est pour nous une responsabilité essentielle et c'est une responsabilité qui touche véritablement à la réalité quotidienne de nos concitoyens. Je le rappelle, chaque jour, c'est plus de 600 000 voyageurs sur le réseau urbain. Chaque linéo, c'est plus de 6 à 10 000 voyageurs par jour. Les linéos de leur ensemble, c'est plus de 100 000 passagers par jour. Et ce réseau qui a été développé depuis plusieurs années et avant même
2014, ce réseau est aujourd'hui l'un des plus performants de France. Ceux qui s'inquiètent de voir les perspectives de développement dans le futur seront rassurés par la présentation à la fois qui a été faite au Conseil syndical du contrat de service public, qui témoigne de l'augmentation extraordinaire du nombre de déplacements prévus dans ce contrat de service public. Juste pour donner une idée, en dehors même de la ligne C, c'est 25 millions de déplacements de plus qui sont prévus au travers de ce contrat de service public. C'est sur l'ensemble du réseau plus de 12% de l'offre sur la période. On le voit, nous sommes particulièrement attentifs à cette question. L'ensemble des collectivités est mobilisé. Il reste un certain nombre d'étapes dans la discussion et dans la réalisation pour que l'ensemble des partenaires de la politique des déplacements, chacun à leur place, prennent leurs responsabilités. Et en ce qui concerne Toulouse Métropole et en ce qui concerne Tisséo, naturellement, nous assumerons les nôtres. Je vous remercie. Merci. Donc, la partie des déclarations liminaires des groupes est donc